Je vous propose qu'on reprenne pour la deuxième séquence qu'on a intitulée du genre en ville. Et cette séquence va être modérée par Lucille Guerrotte, qui est donc ancienne élève du département de géographie de l'École normale supérieure de Paris, qui est diplômée de l'université Paris 1 et qui est aujourd'hui en thèse à l'université Paris-Est au sein du Lac Bouva et qui va donc modérer cette session et présenter également son travail. Merci beaucoup Bérénice pour l'organisation de cette journée, pour nous avoir toutes invitées à cette session qui va donc se focaliser davantage sur les questions d'urbanisme. Je pense que ça va être assez intéressant de voir comment les études de genre en urbanisme, que ce soit dans la recherche ou dans la pratique, diffèrent déjà d'une autre discipline proche qui est l'architecture, parce qu'au final, une grande partie des études de genre en architecture se focalise beaucoup sur des figures pionnières, et alors en urbanisme, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est dû aussi aux manières différentes de faire la culture professionnelle. Donc, nous, toutes les quatre, aujourd'hui, on va vous parler plutôt de l'aspect urbanistique du genre. Et on va se focaliser sur à la fois peut-être les usages genrés des espaces urbains, mais surtout sur les politiques publiques et les pratiques professionnelles. On va prendre des illustrations d'actions publiques et d'actions militantes. Vous allez voir qu'il y aura une forte couleur militante dans cette session, évidemment féministe. Voilà, donc ça va peut-être contraster un petit peu avec la session précédente. On répondra, je pense, à plusieurs questions qui se sont posées pendant cette première session, mais je vais tout de suite laisser la parole à Giulia Custodi, qui fait aussi une thèse en urbanisme sur les questions de genre, qui a une formation d'architecte au départ, mais qui travaille davantage sur la politique publique. Elle va nous faire un diaporama de politique à l'échelle européenne, mais je vais la laisser se présenter toute seule. Merci Lucille et bonjour à toutes et à tous et merci. Donc vous avez lu l'introduction et la petite biographie et c'est justement à partir de soi que je voudrais commencer parce que pour moi, loin d'être une vérité autoréférentielle pour frimer, le principe de partir de soi-même, de se situer dans un contexte, est pour moi une pratique davantage féministe plutôt qu'intellectuelle, qui sert à partager un cheminement, une errance dans mon cas, dans le double sens des errés et des erreurs, parce que effectivement je me suis formée à la profession d'architecte à Rome, pour ensuite le considérer une erreur, et donc errer aux avantages, m'éloigner aux avantages des expériences plus artistiques et performatives que j'ai fait dans l'espace urbain, à Rome ou à Lille, à travers la dérive urbaine et situationniste. Et aujourd'hui, ma recherche de thèse, effectivement, porte sur le croisement entre architecture urbaine, études de genre et représentation esthétique. Et donc, je pars de ma formation d'architecte, sans personnage féminin de référence à l'école d'archi de Rome, constamment remise à sa place présumée dans l'injonction à une conception féminine qui je contrastais systématiquement avec apparemment de projets durs, parce que c'est lors d'un commentaire sur les caractères très masculins de mes projets, un contraste avec mon sourire lors d'une session des examens, que j'ai commencé à me questionner justement sur cette idée et c'est très très ancré dans le milieu culturel dans lequel je me trouvais sur cette opposition presque mythique, symbolique, archétypique entre le masculin et le féminin. Donc je voulais comprendre pourquoi. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est le livre qui m'a marqué le plus à cette époque, ça a été Sexuality in Space, m'a beaucoup aidé à sortir de celle qui ensuite j'aurais appris à identifier comme une impasse essentialiste dans l'esthétique en architecture, et que c'est une impasse qui, à mon avis, il y a encore beaucoup en architecture. Et donc, dans ces livres, sort l'opposition entre l'espace du dedans, l'espace donc féminin, full of care, careful, donc attentionné, et l'espace du dehors, et l'espace carefree, masculin.
Donc je me suis concentrée justement sur l'espace public parce qu'à mes yeux c'était là qui s'est joué dès les premières revendications féministes toute l'importance de la prise de place, de la prise d'espace et de la relation entre représentation politique et représentation spatiale qui est à mon sens et pour mes études restée quand même une relation très esthétique. Donc à ces moments-là que j'ai donc pensé à faire une recherche cartographique sur des projets et des approches urbaines liées aux femmes, au mouvement des femmes, féministes, au rapport des genres et queer. Alors, je n'ai pas encore trouvé des urbanismes queer, hein, je suis partante aussi, quelqu'un en connaît. Et donc, la cartographie, hein, je ne sais pas s'il y en a, et je ne sais même pas si c'est souhaitable pour la nature après très normée de l'urbanisme. On verra ça. Ouais. Il faut déconstruire. Voilà, on verra ça. Et donc, pour vous dire un peu la méthodologie que je vous montre dans cette cartographie, c'est un work in progress, c'est incomplète. J'utilise une dérive exploratoire, disons que je pars comme les entretiens effet boule de neige, je pars d'un point de départ aléatoire et le point d'arrivée n'existe même pas parce que c'est un processus, c'est un cheminement qui contient l'information et la formation à ces questions. Et je veux aussi dire que je suis en train de créer, avec beaucoup de difficultés, comme je ne suis pas cartographe ni géographe, une cartographie online sur Mapbox, qui c'est un logiciel en open source, et dont j'aimerais pouvoir partager donc, le caractère de partage et de mise en réseau et de donc, échange qui peut se créer avec ce type de logiciel open source. Donc voilà, je commence par Vienne, qui est effectivement un des cas le plus structuré d'urbanisme genré. On parle pour Vienne d'un urbanisme top-down qui a commencé dans les années 1990 et qui ensuite donc, dure jusqu'à aujourd'hui avec des projets urbains, qui est le premier, juste pour citer, le premier projet urbain de social housing qui a eu lieu à Vienne. Ça a été vraiment un point de rupture assez fort parce que c'était un appel à projet ouvert seulement à des architectes femmes. Donc ça aussi a créé débat, polémique, etc. Alors à savoir qu'avant ce type de appel à projet, il n'y avait aucune femme avant avait jamais été invitée dans ce type de projet. Donc voilà, à l'époque c'était quand même important, bien que ça reste dans les projets de Vienne, on remarque encore beaucoup de binarisme entre d'un côté les femmes et d'un côté les hommes. Alors qu'aujourd'hui, ils essayent quand même de sortir de ce binarisme pour parler des rôles sociaux liés au genre. Et donc, voilà, je vais juste dire sur les espaces publics, dans les années suivantes, non seulement le social housing, mais aussi espace public et analyse de quartiers urbains dans un point de vue genré. Donc, par exemple, sur le parc public, il y a eu la mise en évidence de l'appropriation des espaces par des groupes dominants, un peu dans les mêmes principes d'exclusion et de marginalisation qui ont été mis en lumière par les travaux sur les cours d'école français d'Edith Maréjoul, pour qui connaît ces travaux. Ensuite, l'analyse genrée du district Maria-Hilf, qui a été une analyse d'acupuncture urbaine, donc vraiment très très attentif aux points, aux carrefours et aux passages piétons, etc. Alors, d'un côté, ce projet a été aussi critiqué parce qu'il a été mis en avant les objectifs de marketing et de gentrification de cette approche-là, parce que c'est un quartier très proche du centre-ville et que de l'autre côté, il y a aussi la gare, une des gares de Vienne. Donc, voilà. Oui, un discours sur les genres, mais un discours aussi peut-être utile et fonctionnel à un certain développement du centre-ville de Vienne.
Pour conclure sur Vienne, alors je vais souligner que ce qui est important à remarquer, à part le gender mainstreaming et le binarisme qui caractérisent beaucoup cette expérience, il y a aussi, à mon avis, un principe d'intersectionnalité parce que on lit souvent dans le manuel le rapport entre les sexes et entre les tranches d'âge aussi. Donc, c'est, à mon avis, un début de penser l'espace public de façon intersectionnelle plutôt que seulement genrée. Et donc, c'est sur l'intersectionnalité que j'aimerais continuer avec un exemple que j'ai découvert récemment dans le cadre d'autoproclamé urbanisme féministe à Stockholm, qui c'est la capitale d'une nation qui se autoproclame premier gouvernement féministe du monde. Et il s'agit dans ces cas d'un projet de renouvellement urbain dans les quartiers de Husby, qui est un quartier qui a été connu pour avoir été le berceau des émeutes en 2013, qui était à caractère racial. Et donc en 2015, il y a ce projet participatif de renouvellement urbain autoproclamé féministe. Donc les cibles étaient les femmes de quartier et l'objectif était de faire des workshops avec les femmes de quartier pendant les printemps 2015-2016. Alors, j'ai trouvé un article scientifique dans ce livre Architecture and Feminism et qui est de la chercheuse Maria Arlemo, Feminisms in Conflict, qui a été une chercheuse qui a participé à ce projet-là. Et je cite, quels féminismes ont été exprimés, incarnés et pratiqués dans l'initiative de l'urbanisme féministe entre les printemps 2015 et les printemps 2016 ? Une perspective féministe spécifique est venue dominer la série d'ateliers et les événements qui l'entourent. Les perspectives féministes, qui selon mes dires est devenue dominante, est axée sur l'oppression perçue des femmes de Husby par les hommes musulmans. Le problème que je vais aborder concerne la manière dont les membres de la direction du projet, des femmes blanches des classes moyennes, ont défendu cette perspective. Comme je l'expliquerai ci-dessus, les responsables du projet ont accordé du temps, de l'attention et des encouragements aux expériences d'oppression par des hommes musulmans décrites par les femmes de Husby, tandis que d'autres récits, souvent plus pertinents sur le plan de la transformation urbaine, ont été négligés ou même réduits au silence. Donc, dans ce chapitre de ce livre, nous sommes face à une critique intersectionnelle de l'application féministe en urbanisme qui met en question l'utilisation d'un processus de participation démocratique qui semble être une façade, qui ne donne pas un réel pouvoir aux citoyennes, mais qui instrumentalise pour des objectifs apparemment politiques décidés a priori, dans ce cas l'attaque aux hommes musulmans de la périphérie de Stockholm. Donc, par la suite, dans cet article, nous apprenons que les groupes des jeunes femmes, qu'il y avait des groupes des jeunes femmes actives dans ce quartier, Meuf de Roux, qui c'était des jeunes femmes, et un autre groupe de femmes plus âgées qui étaient actives. Et finalement, la chercheuse qui a participé à tous les workshops dit que leurs questionnements, leurs propositions n'ont pas été écoutées, n'ont pas été entendues, et que finalement, les seules femmes qui au fur et à mesure que les autres abandonnaient les workshops parce qu'elles n'y allaient plus à un moment, sont restées des femmes blanches qui n'étaient pas directement impliquées dans la politique du quartier et que finalement les résultats les plus visibles de ce renouvellement ont été des installations de tricotage dans l'espace public. Voilà. Donc, si vous voulez, les critiques sont fortes à cet égard, et dans les articles de presse et dans les articles scientifiques. On parle d'islamophobie, d'insouciance envers les associations des femmes du quartier. On parle d'une critique d'une participation fausse. Et dans l'article scientifique, Marielle Armand parle aussi d'approche universaliste, de féminisme hégémonique et de hiérarchie parmi les différentes perspectives féministes. Voilà, donc... Ensuite, on passe à Berlin, et qui est aussi un type d'approche genrée qui fait de l'urbanisme top-down. Donc, on a en 2011 un manuel sur la planification genrée.